L'enseignement primaire est livré aux médecins aliénistes. On sait comment ils se trompèrent en reconstruisant l'homme raisonnable d'après le fou. Il est vrai que selon la mécanique, il y a peu de différence entre une harpe fausse et une harpe bien accordée. Mais tout se passe dans l'homme sain comme si la harpe s'accordait elle-même continuellement. Ainsi, l'homme moyen surmonte les puissances mécaniques et se trouve aisément et joyeusement au niveau des œuvres d'homme, au lieu que le fou roule sur la pente et, par une faible différence, se trouve bien plus loin de raison qu'on ne croit. Car ces paroles ont encore quelque sens pour nous, mais non pour lui. Il y a donc une coupure que le médecin aliéniste ne voit pas s'il n'est supérieur. Or, un médecin supérieur est encore plus rare, peut-être, qu'un grand musicien. Il y a des enfants anormaux que l'on veut appeler arriérés. Cette manière de dire n'est pas bonne. Il s'y cache une idée de belle apparence, mais qui ne suffit point. C'est que l'enfant arriéré est comparable à un enfant plus jeune, et se trouve, vers les 7 ans, dans l'état du marmot qui tète. Mais ce n'est pas si simple. L'enfant normal fait des bonds étonnants, et conquiert le monde en souverain, pendant que nous cherchons quelques moyens de lui enseigner les couleurs. Et l'éducateur fait encore l'enfant quand le petit homme déjà le méprise, et daigne faire aussi l'enfant pour lui plaire. Cependant, le médecin réunit les enfants arriérés et s'efforce de leur apprendre quelque chose, ce qui est beau. Mais, quand il est parvenu à ouvrir ses mémoires rebelles et à éduquer ses attentions instables, il croit avoir trouvé le secret d'instruire, et nous l'apporte. Et tout ce que fait le maître d'école lui paraît hors de propos, ou prématuré. Tous ces ridicules congrès où les instituteurs sont réduits à faire aussi les enfants et à épeler par b.a.-ba. Exemple. Il est de première importance de classer les arriérés, afin de savoir exactement où ils en sont. On distingue celui qui pense à la chose quand il entend le mot, celui qui pense à la chose quand il voit le geste ou l'action, celui qui pense à la chose quand il en voit une autre ordinairement voisine de celle-là, celui qui pense au bois quand il voit la scie, et celui qui ne pense à la chose que lorsqu'il la voit, celui qui imite sans continuer et celui qui continue, et ainsi du reste. L'un saura seulement s'asseoir sur une chaise, l'autre la relèvera si elle est renversée. De là ces tests ou épreuves qui indiquent comment il faut traiter ces larves humaines. Mais l'écolier rira du médecin. On colporte dans nos écoles des inventions étonnantes. Étonnantes par l'appui qu'elles trouvent, étonnantes par le crédit. L'un imagine un bonhomme de carton articulé qui, par ses diverses positions, figure les lettres et les chiffres, d'ailleurs assez mal. L'autre veut que l'on joigne à l'articulation des consonnes quelques gestes qui y a rapport, comme se pincer le nez pour laine et se frapper la poitrine pour lemme. Je vous renvoie à Bouvard et Pécuchet pour plus de détails. Les deux bonhommes s'exercent à retenir le nom de Chilpéric par la friture qui fait tic-tic. Ces inventeurs se trouvent alliés aux médecins. Les enfants ne s'en trouvent pas plus mal. Ils digèrent aussi ces méthodes-là. J'y vois pourtant un inconvénient, hors du temps perdu par les maîtres qui ont déjà assez à faire. C'est que les enfants ainsi entrepris travaillent presque toujours au-dessous de leurs forces et prennent, contre leur attente, et j'ose dire, contre leur plus belle espérance, l'idée qu'il n'est pas difficile de s'instruire et que les travaux de l'école ne sont qu'un jeu réglé, ce qui produirait un genre d'inattention méthodique et une sorte de sénilité cérémonieuse, dont j'ai surpris plus d'un signe dans les trop célèbres jardins d'enfants. Mais le sérieux de l'enfant vaincra, qui vise heureusement plus haut que ne vise l'homme.